Déjà, on peut faire le parallèle simple entre le fait que le bateau s'appelle le Sunny, que Nika c'est le dieu du soleil, et que Kuma veut sauver le bateau, donc veut sauver le Sunny, et ça fait un parallèle, donc vous l'avez compris. Et pour moi, la dernière mission, sûrement il a dû se l'implanter avec d'autres ordres. Je pense que c'est pas le seul ordre. Comme par exemple là, on le voit très clairement. Là, il obéit à un ordre que personne comprend. Pourquoi il n'a pas obéi à l'amiral de la marine? Pourquoi Kuma n'a pas obéi au Tenryubito quand il est arrivé à Marijoa? Pourquoi il n'a pas obéi non plus aux révolutionnaires, à Dragon et tout? Parce qu'il y avait quelque chose derrière. Donc il y avait un autre ordre, mis à part ce dernier ordre. Ça, c'est confirmé. On va analyser tout ça. Vous savez, c'est notre théorie. Le fait que récemment Kuma a décidé de son plein gré de partir et de laisser les révolutionnaires, c'est peut-être la dernière trace d'humanité qui resterait en lui. C'est peut-être la toute dernière instance de cœur qui bat dans ce cyborg de métal. Et il s'est dit, avec tous les dégâts qu'il a subis, toute sa vie qui n'est que souffrance, il a une jambe en moins, la moitié du visage en moins, sans doute que maintenant Kuma va pouvoir libérer toute la souffrance qu'il a sur lui en se sacrifiant face à Saturne qui, on vous disait, réactualise tous les enjeux au présent. Saturne extrêmement puissant, Kuma qui pourrait se sacrifier, Tar Pedro ou Cake Island. Un sacrifice accompagné des dernières paroles au Mugiwara. Adieu, nous ne nous reverrons plus jamais. Des paroles qu'il aurait honorées à l'époque à Shaabodi, compte tenu qu'aujourd'hui, Luffy ne serait même pas au courant que Kuma lui a sauvé la vie une fois, deux fois, trois fois, puisqu'aujourd'hui encore, il est endormi. Let's go. Passons à l'analyse de la vidéo de Mon Corvo. Donc très clairement, Mon Corvo a parlé de beaucoup de choses. On a parlé par exemple de Bekori, on va pas en reparler. On a parlé de Bonnie quand elle était jeune, etc. On va pas reparler, on va en reparler quand on parlera de Kuma. Et pour moi, Kuma, l'histoire de Kuma, c'est la chose qui est le plus importante à détailler dans le chapitre. Donc les seuls trucs qu'on va peut-être dire, on va parler vite fait de l'homme à la brûlure. Et peut-être juste avant, on peut féliciter Oda pour tout ce qu'il a fait par rapport à ses parallèles, par rapport à tout ce qu'il a rassemblé dans le manga, toutes les informations qu'il a fait concorder entre elles, hein, comme le royaume de Goa avec le royaume de Sorbet, ou même Punk Hazard par rapport à Egghead et au passé de Kuma. Donc tout ça c'est légendaire, je le félicite pour ça. Et du coup on peut passer à la suite. Donc Kuma, il y a énormément d'informations à dire sur lui. On en a appris énormément. Donc tout ce qui est pacifista et tout ce qu'on a en surface, donc toutes les informations que vous avez compris, on va pas les traiter. Là, ce qu'on va traiter, c'est ce qu'on a en fond. C'est-à-dire que là, par exemple, Kuma, on sait que c'est un clone, et que c'est un clone, enfin plutôt que les pacifistas sont des clones de Kuma, et que c'est des clones avec l'ADN des boucaniers. Donc c'est à la base des humains à qui on aurait, entre guillemets, enlevé la conscience, et qu'au final, tous ces clones seraient des cyborgs sans conscience, exactement comme ce qu'est devenu Kuma. Donc Kuma pour moi, et c'est pour ça d'ailleurs que ça doit être le PX0, parce que c'est les autres clones de Kuma devaient être comme Kuma, et ils ont été changés en pacifista. Donc comme par exemple Stussy, on a vu qu'elle avait un corps tout à fait réel, et qu'au final c'est bel et bien le clone de Miss Buckingham. Donc ça on peut le garder de côté. Donc ensuite, on a vu que dans le dernier chapitre, il y a des informations par rapport à la mécanique, j'ai envie de dire. À la mécanique dans One Piece. J'irais même plus loin à la génétique qu'il y a dans One Piece. C'est-à-dire que Kuma, il a des gènes, mais on peut se rappeler des trucs qui ont été dites par comment il s'appelle, par Vegapunk. Il est capable, par exemple par rapport au Séraphin, de intégrer le sang, enfin d'intégrer un fruit du démon, le pouvoir d'un fruit du démon dans un Séraphin, mais pour ça il est obligé, pour les Paramécias, de mettre du sang, un type de sang très spécial. Ce qui, pour nous, on voit étroitement, obligatoirement, un lien entre le sang et un lien entre les fruits du démon. Donc même par exemple démon, le sang, les rituels sataniques, tout ça, vous savez, le sang, ça a un très fort impact avec tout ça, donc ça m'étonnerait même pas. À l'instar de l'attaque des Titans, où le sang était au centre de l'œuvre,
Et le sang, pour avoir le pouvoir d'un titan, il fallait le tuer et boire son sang, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, tu pouvais le manger tout entier, tu pouvais faire ce que tu veux, mais à partir du moment où tu bois son sang, le pouvoir se transmettait à la personne, au Eldien qui a bu le sang juste après. Enfin, peu importe, vous avez compris le parallèle. Et du coup, le sang, pour moi, il est hyper important. C'est-à-dire que pour que Kuma, enfin, pour que quelqu'un puisse hériter d'un fruit du démon, il faut qu'il y ait un sang très spécial. Donc pareil, pourquoi un sang très spécial, je sais pas, mais en tout cas pour qu'un clone puisse hériter d'un clone de fruit du démon, il faut qu'il ait un clone, enfin qu'il ait un sang en clone, on dirait, que des clones partout. Et du coup, le sang servirait d'un peu de catalyseur pour faire marcher, entre guillemets, le fruit du démon. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Je pense que ça, c'est des trucs qu'il faut garder de côté pour les autres prochaines théories qui vont arriver petit à petit sur les fruits de démons. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Le secret des fruits des démons n'est toujours pas envisageable pour l'instant. On a trop peu d'informations, malgré toutes les informations qu'on a. Donc ça, c'est le premier côté scientifique, entre guillemets. Ensuite, il y a Vegapunk. Enfin, il y a surtout le Mont Corvo qu'on parlait de Vegapunk. Et ça, d'ailleurs, j'ai été un petit peu choqué. Pourquoi Vegapunk, il aurait besoin de transformer Bonnie en cyborg? Parce que moi, je le vois pas dans le chapitre. Peut-être qu'ils ont lu le chapitre officiel ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, je vois pas cette phrase-là. Moi, pour moi, c'est compte tenu de l'argent et des efforts nécessaires à la procédure, c'est comme si on fabriquait un cyborg. Vous allez la transformer en cyborg. Et après, lui-même, il dit quoi? Il dit non, non, je compare simplement les coûts. Donc là, le Mont Corvo, j'ai pas compris pourquoi il pensait qu'ils devaient transformer obligatoirement Bonnie en cyborg. Pour moi, d'après les informations que j'ai sous les yeux, je suis archi pas d'accord avec ça. Et j'espère qu'ils vont pas la transformer en cyborg parce que. Enfin, je sais pas, j'espère que ces informations sont réelles. Enfin, en tout cas, que les informations que j'ai lues sont réelles. Peut-être que eux, ils ont eu accès à une version différente, mais pour moi, je le vois pas du tout comme ça actuellement. Donc ça, c'est juste quelque chose que je voulais notifier par rapport à la vidéo pour appuyer les trucs que j'ai fait, tu vois. Je pense qu'ils comparaient juste les coûts. Le prix d'une transformation en cyborg coûte le prix de la guérison de Bonnie. Et du coup, vu que les prix sont similaires, on peut se dire que le gouvernement mondial se dit, oui, si tu veux si tu veux que le gouvernement paye pour que tu puisses effectuer ton opération, il faut que toi aussi, tu puisses être transformé en cyborg pour notre compte, pour qu'on gagne quelque chose en contrepartie, tu vois. Donc, à voir. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne, mais après, c'est pas quelque chose de réel. En tout cas, voilà, pour Kuma, je pense que là, c'est les trucs les plus importants. Maintenant, on va se reconcentrer sur le passé de Kuma. Donc, effectivement, Kuma et Bonnie étaient au même endroit pendant les événements de Chabonji. Et du coup, pour moi, clairement, Kuma devait sûrement venir à Chabonji pour dire au revoir à sa fille, ce qui est totalement logique d'ailleurs, ce qui est une masterclass de Da. Encore une information cachée dans le chapitre que personne ne pouvait prédire et personne ne pouvait voir. Et d'ailleurs, le Mont Corvo en a parlé, heureusement, parce que ça fait quelques semaines que j'en ai pas du tout entendu parler. Et du coup, ça fait plaisir de comprendre, de voir qu'ils ont fait attention à ce petit détail. Ensuite, on a vu l'équipage de Luffy se faire séparer par le pouvoir de Kuma et la discussion avec Rayleigh. Donc si on veut résumer par rapport à ce que j'ai dit pendant la vidéo, pour moi personnellement, je pense que Rayleigh, il a discuté avec Kuma et que justement après tout ça, Kuma lui a parlé sûrement de Nika, du guerrier libérateur, etc., et que son but, son rêve, c'était... Enfin, je sais pas s'il a tout raconté, mais je pense que s'ils ont eu une discussion, ce sera ça. Et que Rayleigh, lui a donné des informations sur Luffy, les informations qu'il avait de Shanks par rapport à ce qu'il a dit, et peut-être du pouvoir, parce que Shanks était sûrement au courant du pouvoir du fruit du démon, et sinon, pourquoi le voler quand même sur le navire de la marine et tout, Shanks, fruit du démon, on sait qu'il a pas envie de le manger. En plus, il l'a amené partout avec lui. Il le gardait dans un coffre bien proche de lui parce que pour lui, c'était vraiment très précieux. À voir, hein. Je pense que vous l'aurez compris. Je pense que c'est pas anodin. Donc ensuite, une fois qu'on sait ça, on peut se dire clairement que tout ça,
va sûrement être raconté à Kuma une fois qu'il aurait discuté avec Rayleigh, donc, comme je vous l'ai dit juste avant. Et du coup, personnellement, une fois qu'il a appris ça, je sais pas si c'était avant, parce que si Rayleigh discute avec... Parce que c'est bizarre, cette théorie, elle marche que après en fait. Kuma avait déjà sauvé les Mugiwara et avait peut-être déjà aussi, pour moi c'est comme ça que je le vois, déjà discuté avec Bonnie, avait déjà dit adieu à Bonnie. Donc pour moi déjà tout ça c'est acté, c'est terminé. Et là il reste plus que Kuma, Kizaru et Rayleigh qui chacun vont sûrement poursuivre leur épopée chacun de leur côté. Et du coup, je pense que là, Kuma en a profité pour parler avec Rayleigh, ou le retrouver plus tard, et lui raconter toute l'histoire juste avant qu'il meure. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de personnes à qui il pouvait mourir, et vu que tout le monde sait que Roger a fait le tour du monde et que Rayleigh est parti sur l'île oubliée, il a peut-être voulu avoir quelques réponses avant de partir définitivement, de mourir, quoi. Et du coup, il a dû discuter avec Rayleigh, lui demander est-ce qu'il a des informations peut-être sur le siècle oublié, sur sa famille, sur son histoire, sur Joey Boy, sur Nika, tu vois. Peut-être qu'il avait tout ça. Et du coup, personnellement, je me dis sincèrement qu'au final, c'est ce qui a dû probablement se passer. Et c'est à ce moment-là que comme je l'ai dit, Rayleigh a dû faire part de ces théories, du destin de Luffy à Akuma. Ce qui l'a conforté un petit peu dans sa décision de protéger le monde grâce à son pouvoir. Et peut-être qu'il y a un lien avec le fait que Luffy, si jamais il se passe quelque chose de très concret, peut-être que les pacifistas changeront de camp justement parce que il y aurait depuis tout ce temps une dernière volonté de Kuma à protéger et aider les Mugiwara. On l'a très bien vu avec la dernière mission de Kuma, ce qui est très bizarre. C'est peut-être pour ça qu'il a eu la dernière mission, parce qu'on se pose la question. Kuma a sauvé l'équipage et après il a défendu le bateau. Donc ok, il défend le bateau, mais on se dit il faut quand même des raisons pourquoi il voulait tant les sauver. Frère, un bateau, est-ce que c'est réellement important un bateau? Pour nous, oui, parce qu'on a la valeur sentimentale, pour Luffy aussi on a la valeur sentimentale, mais est-ce que c'est réellement important? Déjà, on peut faire le parallèle simple entre le fait que le bateau s'appelle le Sunny, que Nika c'est le dieu du soleil, et que Kuma veut sauver le bateau, donc veut sauver le Sunny, et ça fait un parallèle, donc vous l'avez compris, sauve le soleil, sauve Luffy, combien de fois il va le sauver, je sais pas, mais en tout cas il va le sauver. Et pour moi, la dernière mission, sûrement il a dû se l'implanter avec d'autres ordres, je pense que c'est pas le seul ordre, comme par exemple là on le voit très clairement, là il obéit à un ordre que personne comprend, les Tenryubito ne comprendront pas pourquoi il n'a pas obéi à l'amiral de la marine, pourquoi Kuma n'a pas obéi au Tenryubito quand il est arrivé à Marijoa. Donc ça c'est un dernier ordre, et pourquoi il n'a pas obéi non plus aux révolutionnaires, à Dragon et tout, parce qu'il y avait quelque chose derrière. Donc il y avait un autre ordre, mis à part ce dernier ordre. Ça, c'est confirmé. Ça, c'est des preuves tangibles. Sinon, il aurait arrêté sa mission directement. Et pour moi, il y a des éléments déclencheurs qui déclenchent ces ordres. Donc, à sa mort, il lui a demandé à Vegapunk de lui mettre un ordre dans la tête pour qu'il défende le navire des Mugiwara. Ça, je pense que c'est acté. Ensuite, je pense qu'il a mis 2-3 autres ordres. Pour moi, ça doit être le jour de la Grande Guerre, il va se retourner, à part s'il meurt avant. Et sinon, si jamais il revoit un des membres du Gorosei qui les attaque jusqu'à la mort, même si je pense qu'il est très très bien au courant de leur puissance. Donc ça, c'est aussi on peut garder ça dans notre coin et on théorisera beaucoup plus tard là-dessus. Et pour terminer, il y a un dernier ordre qui doit être en rapport avec Nika, mais aussi avec Bonnie. Et pour moi, le fait que Bonnie soit actuellement entre la vie et la mort, et c'est vrai que si ils font une Star Wars, je serais mort de rire. Que Bonnie arrive, elle lui dit je te déteste et tout, et qu'au moment où elle voit Kuma, elle dit papa, et que là Saturne il la tient dans ses mains et lui dit lui, ce n'est pas ton père c'est moi. Je serais mort de ouf. Moi j'y crois pas trop pour l'instant, mais je me dis que c'est quand même archi possible. Je me dis s'il fait ça, mais gros, c'est légendaire. Saturne, père de Bonnie, ce serait ouf, tu vois. Et ça expliquerait beaucoup l'instinct protecteur que Saturne a envers Bonnie, alors qu'il l'a envers
Exactement 0 personne. Quand je dis 0 personne, même les membres du gouvernement mondial, pour moi, enfin, même les membres des Tenryubito, vraiment, les dragons célestes, pour moi, il a aucun. Si tu respectes, bon, bah, t'es considéré comme un égal, comme quelqu'un que tu respectes, mais voilà, c'est tout. Mais si t'es pas respecté, il va te tuer, tu vois. Et Bonnie, pour moi, c'est pas quelqu'un de respectable du point de vue des Tenryubito. Vraiment, du point de vue des Tenryubito. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me dis. Est-ce que Saturne, il n'aurait pas un intérêt beaucoup plus grand à défendre Bonnie? Donc, est-ce que c'est le fait que ce soit sa fille? Peut-être, mais pas sûr. Par contre, est-ce que c'est le fait que ce soit quelqu'un de sa famille? Ça, c'est beaucoup plus sûr. On sait que Sanjay Garcia Saturne, Sanjay Garcia, les Jay Garcia, ils doivent avoir beaucoup de personnes, ils doivent pas être uniques. Donc, je pense que peut-être c'était l'un des membres de la famille de Saturne et du coup qu'il aurait un intérêt familial à défendre Bonnie. Ce qui est pas du tout le cas, par exemple, de Kizaru, qui serait, d'après ses paroles, prêt à tuer n'importe qui, que ce soit Vegapunk, que ce soit Sentomaru, même s'ils sont amis, que ce soit Bonnie, que ce soit n'importe qui, Vegapunk et tout, il détruit tout le monde. Alors que Saturne, lui a dit, bon, Bonnie, on peut la laisser en vie, c'est pas très grave. Alors que tout le monde est un insecte pour lui. Ça, faut le noter, parce que cette information, elle est pas là pour rien. Et je l'ai déjà dit. Donc voilà. Ensuite, si on doit enchaîner vite fait avec Kuma pour essayer de se rapprocher de la fin du live, pour moi, il y a beaucoup de choses à dire. Comme le fait que, comme je vous expliquais, Kuma, Shabonji, avec... il y a aussi le facteur de lignage, le rêve de Kuma, un petit peu le rêve partagé de Kuma et Vegapunk, les fruits démons, le rapport avec le sang, tout ça on en a parlé, mais il y a énormément de théories, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire les frères. Là, j'en profite pour vous dire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, parce qu'il y a énormément d'informations qu'on ne comprend pas. Et la moindre petite information pourra m'aider à réfléchir à tout ça. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de théories légendaires dans les commentaires, donc merci les gars, ça fait très plaisir. Donc voilà, on va terminer avec ça. Après, on devait parler de Dragon, non? On devait pas parler de Dragon rapidement par rapport à l'homme à la brûlure. Je pense qu'on va terminer sur ça, hein, parce que là, je viens de voir 1h30 de live, ça fait beaucoup les gars. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça. On va essayer pour le découpage YouTube, ça va être chaotique, mais il faut qu'on fasse les choses correctement. Donc, let's go. Dragon. Donc, on va parler de Dragon. Alors, l'homme à la brûlure. Pourquoi, pour moi, personnellement, vraiment personnellement, Dragon n'est pas l'homme à la brûlure? Il y a énormément de choses. Premièrement, Dragon n'est pas un pirate. Ce qui l'intéresse, c'est la liberté du monde et c'est pas de découvrir le One Piece. C'est pas sa mission. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui l'intéresse plus que ça. Deuxièmement, le navire qui est moitié rouge, moitié noir, alors qu'on dit qu'il est full black dans le manga. Donc, à prendre avec des pincettes, moi je peux pas vous aider, j'en sais rien du tout. Hein. Ça, c'est pas une preuve concrète, mais pour moi, si je devais juger, il est plus grisâtre que black, tu vois. Moi, quand on me dit il est noir, il faut qu'il soit noir, tu vois, bien noir, voile noir, dragon noir, etc. etc. D'ailleurs, le Mont Corvo a dit comme quoi Oda avait accentué le fait de l'ancrage dans le chapitre pour qu'il soit vraiment le plus noir possible. Et ça, je suis désolé, mais j'ai l'impression que c'est une feinte. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose que quand il a parlé de God Valley. Donc à God Valley, il en a parlé vite fait. Tout le monde pensait que God Valley, c'était la terre des Tenryubito. Et après, il a carrément fait un chapitre où on voyait en gros Saint Garling Garland. Et que Garling était dénommé comme le roi. Mais c'était aussi un katakana japonais où on pouvait l'interpréter comme si c'était le champion. Du coup, les gens... On était là en mode champion, roi, je sais pas. Et du coup, grosse fan d'Oda, God Valley n'a rien à voir avec les Tenryubito et on s'est tous fait brain. Et du coup, là, j'ai l'impression que c'est la même chose. J'ai l'impression, il est là, il te montre un navire noir, il a mis un tatouage à Dragon, bon, ça fait très longtemps, et puis après, il parle de l'homme à la brûlure, Puis après, il comprend que les gens, petit à petit, commencent de plus en plus à croire en la théorie de l'homme à la brûlure, et qu'à la fin, on voit quoi? On voit qu'au final, c'est pas vrai. Surtout que l'encre, c'est vrai, l'encre du bateau est bien noire. Vraiment, l'ensemble du bateau est noir. Donc, est-ce qu'il l'a fait exprès? Je sais pas. On en saura plus dans les épisodes. Mais actuellement, personnellement, je ne pense pas que l'homme à la brûlure soit quelqu'un de très facile à reconnaître. On en a parlé très très tôt. Dans le manga, on en a parlé très très tôt. Et le fait
qui soit quelqu'un qu'on connaît déjà. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qu'on connaît pas ou qu'on a juste entendu parler, mais qu'on n'a pas plus d'informations par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui connaît les Red Poneglyphs, donc c'est quelqu'un personnellement qui, je pense, a une puissance colossale. Dragon a une puissance colossale, mais c'est pas ses objectifs. Pour moi, c'est un pirate qui a une puissance colossale et il y en a pas beaucoup. Donc ça pourrait pas être quelqu'un d'actuel. Pour moi, c'est clairement quelqu'un du passé. Pour moi, c'est quelqu'un de l'équipage de Roger et ça ne m'étonnerait absolument pas qu'il a qui faisait qui soit comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Le troisième membre de l'équipage, enfin troisième membre, deuxième vice-capitaine, Scooper Gaban. Voilà. Scooper Gaban, ça m'étonnerait absolument pas que ce soit lui, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un parallèle énorme que Oda adore faire. On a vu qu'au début, il y avait Crocus à l'entrée de Grand Line, donc c'était quelqu'un qui était très proche du capitaine Roger. Ensuite, au milieu de Grand Line, il y avait Rayleigh. Et Rayleigh, on sait que c'était le second du capitaine, enfin de l'équipage de Roger. Et pour moi, Rayleigh, depuis tout ce temps, s'il se met à un endroit très précis, n'oubliez pas que Shabon-Dis, c'est l'endroit où tous les pirates vont se croiser, tous les rookies du monde vont se croiser. C'est un passage obligatoire pour la suite, l'entrée dans le nouveau monde. Obligatoire pour les personnes qui n'y sont jamais allées, tu vois. Shanks, je sais pas comment il fait pour traverser le monde, mais lui, il est capable de traverser le monde au calme. Enfin, peu importe, on s'en fout. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il y a donc Rayleigh au milieu, Crocus à l'entrée, là où tout le monde est aussi obligé de rentrer, tu vois. Quelqu'un qui est sur Grand Line, il peut sortir et rentrer comme il veut, grâce à la technologie, mais quelqu'un qui ne connaît pas et qui vient de n'importe quel océan du monde est obligé de passer par cette entrée. Et même Roger lui-même, avant... même il était déjà pirate depuis longtemps, mais il est sorti de Grand Line et est re-rentré pour justement faire l'ensemble du monde du début jusqu'à la fin. Donc voilà, juste pour vous dire, et c'est pas le seul, il y en a plein qui ont fait ça, comme Shanks par exemple, qui était déjà un grand pirate, et après il est sorti, il est venu au village de Luffy, et après il est reparti par Reverse Mountain pour justement... conquérir la mer, quoi, conquérir le monde et est devenu empereur juste par conséquent du coup. Donc voilà, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que Dragon ce serait l'homme à la brûlure? Personnellement, j'y crois pas. Donc on a déjà parlé du bateau et de ses intérêts au long terme. Pour moi, un révolutionnaire, quelqu'un qui a le but de destituer le gouvernement mondial, il va pas garder une pierre pour freiner les pirates ou je sais pas quoi. Au contraire, il aurait donné cette pierre à tout le monde, ou il aurait fait des copies pour que justement ça s'ébruite au maximum, pour que tout le monde ait cette information, tu vois. Et il voulait pas la réserver à quelques pirates. Au contraire, si ça peut détruire le gouvernement mondial et destituer le gouvernement mondial, je pense qu'il le ferait, tu vois. Il s'amuserait pas, par exemple, à couper les vivres au gouvernement mondial si ça servait à rien, tu vois. Je pense qu'il le fait, c'est parce qu'il y a un intérêt et qu'au final, tout ça, il y a un intérêt. Donc ça, c'est les arguments. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme argument? J'en avais déjà dit pas mal. Oui, il y a l'argument basique, l'argument bas de gamme. C'est vraiment l'argument de base. Je comprends pas pourquoi les gens croient autant en cette théorie sans se dire que c'est bizarre. Donc l'homme à la brûlure, c'est quelqu'un qui aurait une brûlure. Donc soit qu'il l'aurait sur le visage. Après, sur le corps, on y croit moins, parce que voilà, s'il est sur le corps et qu'il est habillé, c'est bizarre, tu vois, les gens, ils vont dire, ouais, c'est chelou, tu vois, enfin, tu l'aurais pas vu, tu vois. Donc l'homme à la brûlure, c'est quelqu'un qui a une brûlure, logique, mais ça peut être aussi une brûlure qui porte sur ses habits. Donc on sait déjà que Dragon, il porte pas de brûlure sur ses habits et tout, tu vois. Et c'est la seule raison, en plus. Il faudrait qu'il porte la brûlure sur ses habits pour que... En plus, ce serait trop bizarre de faire ça, tu vois. Pour valider que ce soit Dragon. En fait, le délire, c'est qu'il y a un truc simple. C'est que si tu arrives à voir la brûlure, par exemple, qu'il a sur le visage, là, pour Dragon, c'est pour ça que les gens parlent de Dragon, c'est parce que c'est la brûlure qu'il a sur le visage, le tatouage. Donc Dragon, ennemi numéro 1, donc ça doit être la personne où la prime est le plus répandue dans le monde entier, vraiment dans le monde entier. Et les gens l'appellent l'homme à la brûlure, et ils vont pas l'appeler le Dragon, quoi. Ils vont pas dire que Dragon et l'homme à la brûlure, c'est la même personne. La seule raison pour laquelle ce soit possible, parce que je donne aussi des contre-arguments à ma propre théorie, c'est que, justement,
les gens qui sont au courant de l'homme à la brûlure, ils l'appellent comme ça pour couvrir Dragon, pour couvrir que ce serait Dragon, tu vois. Donc ça, c'est possible, que les gens qui colportent cette rumeur soient des alliés de Dragon. Donc à voir. Après, vu comment la rumeur s'est colportée et est arrivée aux oreilles de mauvaises personnes, j'ai l'impression que c'est pas non plus quelqu'un qui l'aime beaucoup, Dragon. Sinon, il l'aurait pas trahi à ce point-là, tu vois. Il en aurait parlé à des gens à l'armée révolutionnaire ou des gens au pays affiliés à l'armée révolutionnaire. Donc je ne sais pas pourquoi il aurait fait ça. Donc clairement, si tu vois le tatouage de Dragon, donc qui pour les gens est la brûlure en question, si tu vois le tatouage de Dragon, tu sais que c'est Dragon. Si tu es capable de voir le tatouage, tu sais que c'est le visage de Dragon, tu le reconnais. Sinon, tu peux pas le voir, c'est incohérent. Et la seule raison, comme je vous l'ai dit, c'est que ce soit les habits soient différents et que ce soit une brûlure sur ses habits, tu vois, genre... après, c'est pas cohérent, tu vois. L'homme a la brûlure et la brûlure, ce serait sur ses habits, pas cohérent. En fait, j'essaye de défendre leur théorie, mais je trouve pas d'arguments qui pourraient les aider. Donc clairement, si tu vois la brûlure de Dragon, tu peux pas considérer cet homme comme l'homme à la brûlure. Tu as juste à l'appeler Dragon, donc l'ennemi numéro un public, l'ennemi que tout le monde connaît, l'ennemi répandu dans le monde entier. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si j'y crois pas du tout, mais Sabo par exemple, c'est pour moi plus l'homme à la brûlure que Dragon, même si je sais que c'est pas lui. Lui, il a une vraie brûlure sur l'œil. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être, tu vois. Et Sabo, il n'y a que depuis récemment qu'on sait qu'il s'appelle l'empereur des flammes. Donc, si tu lui enlèves son chapeau, si tu lui mets une capuche et que tu fais paraître que son visage, t'as du mal à le reconnaître. Alors que Dragon, tu le connais depuis, tu vois. Donc, c'est pas possible. Et du coup, s'ils avaient sorti cette théorie, j'aurais dit, ouais, c'est peut-être plus probable. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est Dragon qui a le Red Poneglyph. Mais personnellement, c'est pas ce que je crois. Donc... vous avez toutes les informations par rapport à Dragon. Est-ce que c'est lui l'homme à la brûlure? Je sais pas, j'en ai parlé tellement de fois. Donc à voir. Plus qu'à attendre ce qui va se passer dans les prochains chapitres.